Il y a un deuxième plan qui est venu, Quel mais qu'on n'a jamais vu, un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Pour outrepasser tous les volets. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Kamere. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo, c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été appliquée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame? Justement signé le 23 août 2008, 8 mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact, on va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame, à travers les représentants. Mais ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée et le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans? Curieux, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, c'est le ministre de l'Intérieur qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. C'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée. Donc ça veut dire que de votre côté, vous n'étiez pas sérieux, du côté rwandais, vous étiez sérieux. C'est ce que vous voulez dire? Ça, moi, je n'entre pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda, mais les personnes attitrées à engager l'État dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon vous, pourquoi, de votre côté, il n'y a pas eu ce sérieux qui a mis le Rwanda? Et je crois qu'il y avait d'agenda caché. Je crois, et je suis convaincu de cela. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au moment où nous sommes en discussion avec la rébellion de Laurent Nkunda, nous avons approuvé les recommandations et les résolutions après la conférence de Goma, et ne reste plus qu'à les appliquer. On va chercher un raccourci où le peuple congolais apprend à travers la radio et la télévision que les troupes d'un pays qui venait d'agresser le Congo, qui a occupé le Congo pendant plus de 5 ans, reviennent au Congo pour pacifier le Congo. Donc ça veut dire que votre président, M. Kabila, est toujours sous la coupe de Kagame et du Rwanda alors? C'est vous qui le dites. Non, non, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai dit si tout vous faites simplement... l'interprétation que vous donnez là, ça veut dire que M. Kabila ne peut pas gérer des choses. Il prend les instructions de Kigali. Nous sommes dans une interview. Oui, c'est une question que je vous pose. Et comme vous êtes démocrate comme moi, je respecte vos déductions. Oui, mais moi, tout simplement, ce que je vous dis... Bon, mais en tant que le futur président du Congo... merci, que Dieu vous entende. Voilà, vous êtes, quand vous partez aux élections, comme Gbagbo a dit, on ne va pas aux élections pour perdre. Vous allez pour gagner. Oui, exact. Alors, si vous gagnez maintenant les élections, qui va se tenir en novembre, alliez-vous revoir les termes de négociation qu'il y a eu entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda? Absolument. Je dirais au président Paul Kagame que nous avons besoin de la paix au Rwanda, la paix au Congo. Je dirais au président Museveni de l'Ouganda que nous avons besoin de la paix en Ouganda et la paix au Congo. Le Congo, c'est un géant. Le Congo, quand il est instable, c'est toute la région qui est instable. Le Rwanda peut avoir l'illusion d'avoir une paix, mais c'est toujours fragile. Quand tous les anciens rebelles du Rwanda, les anciens militaires d'Abiyarimana se trouvent encore sur le territoire congolais... Et c'est la faute du Rwanda, ça? C'est pas la faute du Rwanda. C'est pourquoi je voudrais lui dire que nous avons intérêt à inscrire la recherche dans la paix à l'est du Congo dans un contexte régional. D'accord. Sous-régional, parce qu'il ne faut pas chercher des solutions aux problèmes internes du Rwanda au Congo. Parce que les génotides de 1994, c'était entre les Hutus et les Tutsis. C'est toujours la communauté internationale, au nom du droit humanitaire, qui avait demandé aux Zaïre de l'époque de Mobutu d'ouvrir les frontières. Et nous avons accueilli chez nous 2 millions de réfugiés rwandais, parmi lesquels, malheureusement, les ex-FARC Interamwe, qui étaient armés. Armes et munitions, chars et tout ce que vous voulez. Par votre gouvernement? Non, ils viennent de chez eux. Mais ce que je voudrais souligner ici... Mais vous les avez soutenus toujours, vous les avez cachés. Non, ils sont entrés chez nous. Je suis en train de parler d'abord... Mais monsieur Vital, je vais revenir là, vous êtes en train... C'est très important. Je suis en train de montrer la responsabilité de départ et la défaillance de la machine internationale dès le départ. Puisque au moment où ils sont entrés chez nous, quand ils entraient chez nous, au nom de l'opération turquoise, si on les avait désarmés... Un peu comme en Côte d'Ivoire. Un peu comme en Côte d'Ivoire, je ne connais pas très bien la question de la Côte d'Ivoire, mais maintenant ici je parle de la RDC. D'accord. Je voudrais dire, si à ce moment-là, si à ce moment-là, on avait désarmé les militaires de Abiyarimana, il n'y aurait pas eu de problème après. Si à ce moment-là, donc il y a déjà la responsabilité dès le départ. Mais malgré ça, à l'époque de Mobutu, il y a de mauvaises choses. Il y avait eu tripartite, et c'est Kengo, l'actuel président du Sénat, qui était Premier ministre. Il y a eu des résolutions
pour dire ces gens, on les éloigne à 150 km de leurs frontières en attendant d'organiser leur retour et que les HCR les encadrent. C'est la communauté internationale qui a dit qu'il n'y avait pas de moyens. La communauté internationale a organisé le désordre dans votre pays. J'ai dit que la machine onusienne, à ce moment-là, a prouvé sa défaillance. Donc l'ONU n'est pas une organisation honnête, alors. Donc ça crée des problèmes. Non, je vous pose, si vous dites ça que... Ça, c'est une déduction dangereuse. Vous pouvez être honnête et avoir des défaillances. Non, je peux être honnête. Non, je vous pose la question sur l'ONU. Oui. Est-ce que vous êtes content de ce que l'ONU fait chez vous? Oui ou non? J'ai dit oui et non à la fois. Oui et non, pourquoi? J'ai dit non, puisque dès le départ, on pouvait arrêter ce drame. J'ai dit oui, parce que je dois reconnaître, sans la présence des Nations Unies, ça allait être pire. Ça allait être pire. Et je suis mieux placé pour le dire, puisque j'étais commissaire général du gouvernement chargé du processus de paix. D'accord. Avant cela, j'étais chargé des relations avec les Nations Unies. Brilliant. Mais il y a un autre problème, M. Vital Kamerhe. Vous passez votre temps à accuser le Rwanda. Eux, ils ont la croissance économique, ils sont stables, mais vous êtes dans le désordre. L'Est du Congo, c'est le grand insécurité. On viole les femmes chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez là. Exact. On a violé les femmes quand vous étiez. Exact. Qu'est-ce que vous aviez fait? Je ne suis pas d'abord une armée, mais ce que je dois dire, sous ma présidence à l'Assemblée nationale, nous avions voté une loi pour condamner tout est érigé en... Et même